Bonjour tout le monde, bienvenue au Midi Livre. Il est midi 5 pile. On débute pas ça à midi, on débute toujours à midi 5. Ça vous laisse le temps d'aller prendre un sandwich, faire chauffer votre assiette au micro-ondes. Vous êtes peut-être au travail, peut-être chez vous. Je vous souhaite d'être dehors avec votre tablette, votre téléphone, de nous regarder parce qu'il fait tellement beau, c'est absolument extraordinaire. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Et aujourd'hui, j'invite encore une fois une amie, un contact, des gens qui sont passés chez Malo, soit comme étudiants en communication, soit comme formateur, pour nous entretenir d'un livre, un livre coup de cœur, et en même temps, c'est extraordinaire parce que ça nous fait découvrir des livres. Et cette semaine, je découvre un auteur et un livre que je ne connaissais pas. J'intègre tout de suite notre invité de la semaine. Alors, elle va se joindre à moi. C'est Isabelle Ducharme. Bonjour Isabelle. Ce sera pas long. Oui, on l'a. Hey, on est rendu. Extraordinaire, on l'a du premier coup. On est extraordinaire. Isabelle Ducharme, tu as fait partie d'une de nos émissions, de la première en fait de chez Malo. Et Oui. là, je te ramène pour le Midi Livre parce que tu es, on appelle ça CRHA, consultante en ressources humaines. Oui. Et actuellement, tu es vraiment un service que je qualifie d'essentiel. Alors, ça, c'est clair. Service essentiel parce que le retour au travail dans nos entreprises, c'est pas simple nécessairement. Ça demande énormément d'adaptation. Et quand je t'ai demandé de venir nous faire une espèce de chronique livre, j'ai pas été très surpris de ton type de livre parce que c'est un livre qui entre tout à fait dans tes cordes. Et je vais le montrer, je vais montrer la couverture aux gens. La stratégie du T, agilité, innovation et engagement dans un monde digital incertain et complexe. Alors, c'est le livre dont tu veux nous parler, c'est de Olivier Zara. Pour les internautes, je vous le dis, là, faites-vous-en pas, on va repartager à la fin la couverture du livre et je mettrai sur le Facebook le lien pour aller consulter ce livre-là. En fait, la particularité, c'est que ce livre-là, vous pouvez le payer si vous le voulez en format papier ou en e-book, mais il y a aussi une version gratuite. Et c'est la même chose pour les 7 ouvrages de cet auteur-là. Parlons un peu d'Olivier Zara d'abord. Olivier Zara, c'est un franco-canadien. Puis le côté français est présent, puis le côté nord-américain est présent aussi dans ses ouvrages. C'est-à-dire qu'il travaille beaucoup la notion de, on va parler d'écraser les paliers, là, d'aller chercher les collaborations partout où on peut les trouver. Moi, c'est un peu ça, à mon avis, qui explique le fait, entre autres, que tous ces livres sont disponibles de façon gratuite. Oui. Il est tout à fait à l'opposé de la posture d'expert. Tu sais, l'expert qui sait tout sur sa montagne, qui a des contenus, puis qui garde ses contenus pour lui, puis qui les partage à très grand prix. Je suis absolument allergique à ce type de profil-là. Il faut que je te parle de quelque chose parce que moi, j'ai toujours besoin, tu sais, je disais aux gens, vous pouvez l'acheter en format papier. Moi, je suis encore de l'école où le samedi, j'achète mes journaux. J'ai besoin de ça. Là, c'est une espèce de maladie mentale, mais il faut que je me noircisse les doigts. Et samedi dernier, il y avait un spécial 40 ans référendum de 1980. Ça fait déjà 40 ans. Et on a demandé à différents intervenants de venir donner leur opinion là-dessus, dont à Jean-François Lisée, qui est vraiment un ténor, et lui a proposé au Journal de Montréal, pour ne pas le nommer, je vais vous vendre un texte. T'sais. Alors, pas voulu donner d'entrevue, et j'ai lu ça, j'ai dit, quelle merde! C'est n'importe quoi, cette affaire-là. Alors, tu nous parles de cette école-là qui est un peu à l'inverse du milieu, dans le sens où on dit qu'on donne des conférences pour vendre des livres, mais là, lui, c'est le contraire. Moi, je donne mes livres, mais le modèle d'affaires veut qu'il doit donner énormément de conférences, doit être engagé par beaucoup de grandes entreprises en consultation aussi, parce qu'au départ, c'est un conseiller en gestion de ressources humaines. Tout à fait, mais il est complètement à l'inverse de cette approche-là, justement, d'experts à la Jean-François Lisée, je ne dis pas qu'ils n'ont pas des contenus intéressants à partager. Tu sais, souvent, c'est des penseurs qui sont fort intéressants, mais lui est vraiment dans l'approche, Olivier Zara est vraiment dans l'approche que ce qui fonctionne, c'est la collaboration, l'intelligence, d'aller chercher, il développe beaucoup de choses autour de l'intelligence collective, intelligence situationnelle.
Il dit, on a tous des intelligences propres aux situations qu'on vit. Puis l'objectif, c'est d'être capable de rassembler ces intelligences-là pour faire face aux problèmes auxquels on a à faire face en ce moment. Fait qu'il développe plein de notions autour de ça, de la collaboration. Donc, qu'est-ce que ça prend comme leader pour gérer des processus collaboratifs? OK. Qu'est-ce qui est un réel processus collaboratif ou à saveur collaborative? Tu sais, un brainstorming où tout le monde lance des idées, puis qu'à la fin, la direction prend les idées puis décide bien ce qu'ils font avec. Ça a une certaine valeur, mais est-ce que j'ai vraiment le goût de venir collaborer si je sais que je n'ai pas l'aspect final de la décision, comment on va mettre ça en Je ne application? pourrais pas prendre mon idée et la faire évoluer. Je ne pourrais pas la couver puis être partie prenante du changement, en fait. Tout à fait. Fait que lui, il dit on a vraiment besoin de travailler nos modes de leadership pour s'adapter à la réalité dans laquelle on est. Puis je trouve que le sous-titre du livre est fabuleux là-dessus. Agilité, innovation, engagement dans un monde digital où on est tout le temps devant nos écrans. Incertain, à quoi va ressembler l'automne, l'été, la semaine prochaine, et complexe. Puis, donc, il dit, les solutions pour un monde simple sont faciles à trouver. Tu sais, c'est simple. La solution, si le problème est simple, la solution est simple. Après ça, il dit, il y a deux autres types de situations. Il y a des situations qui sont compliquées. Yes, le sous-titre est fabuleux. Puis moi, j'utilise ce livre-là, je fais un petit retour, mais depuis quelques années, quand j'enseigne avec les clients, puis là, je relis le sous-titre maintenant après le 13 mars, je suis comme, oh my God. On dirait qu'il vient de l'écrire. On dirait que c'est assis le 13 mars et il a dit, il faut que je ponde un ouvrage, mais ça date d'il y a quelques années, en fait. Oui, fait que c'est le fun de voir à quel point il était comme, en tout cas à l'avant-garde, ou qu'il décrivait des processus qui étaient pertinents. Fait que, je veux saluer des gens qui se joignent à nous parce que là, l'heure du midi, Marianne Lachance, comme toujours, merci d'être là. Patrick Charbonneau, Stéphanie Lavigne, allô Stéphanie, Fabienne Baguidi aussi, qui est là, qui travaille au service d'aide aux Néo-Canadiens aussi. Toi, Isabelle, tu es vraiment du genre à référer des ouvrages à tes clients parce que tu vas, comme conseillère en ressources humaines, tu leur montres à pêcher. Tu ne pêches pas à leur place. Ça, je trouve ça le fun parce que j'ai souvent des gens que tu avais envoyé ici dire hey, va acheter les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey. Ça, je pense que c'était un de tes dadas. Et vraiment? Moi, j'en tenais en inventaire à cause de toi parce que j'en tenais en audio. Là, j'en ai plus. Mais je le commandais en disant les clients d'Isabelle vont venir le chercher, c'est sûr. Et j'ai vu ça souvent. Oui. Et là, le livre d'aujourd'hui, La stratégie du thé, je trouvais que ça s'adresse à des gens, des conseillers en ressources humaines, mais également probablement des gestionnaires aussi, des gens qui ont à travailler avec d'autres êtres humains dans une entreprise. Oui, la première clientèle, c'est vraiment les gens qui travaillent en gestion, mais moi, je trouve qu'il s'applique partout parce que des situations compliquées, des situations complexes, on en fait toutes face, autant dans notre vie personnelle que dans notre vie professionnelle, tu sais. Puis, tu sais, je me dis en ce moment, peut-être encore plus, les situations sont encore plus complexes. Fait que oui, ça peut sembler, comme dire, c'est un livre de gestion, c'est pas pour tout le monde. À mon avis, c'est pour tout le monde. Puis, tu sais, il est fait vraiment en mode... tu sais, il y a plein, en tout cas, on pourra le regarder, mais tu sais, il y a plein de tableaux. Il est en mode un peu livre-outil, bien que lui, il dit qu'il faut lire d'un couvert à l'autre. Moi, j'ai fait ma tête dure, puis je suis allée chercher les choses que je trouvais pertinentes, puis je l'ai lu dans l'ordre qui était pertinent pour moi. Je suis un peu comme toi là-dessus, c'est que d'abord, parle-nous donc du titre, la stratégie du thé, c'est quoi? Sans vendre le punch, mais quand même, en résumé, là, pourquoi le thé, c'est quoi le rapport? Je comprends que c'est un titre accrocheur, mais il veut dire quoi? Ça veut-tu dire quelque chose dans ce livre-là? Yes, la stratégie du thé permet de répondre à des problèmes dans un monde qui est complexe. Donc, il fait la différence entre un monde compliqué et un monde complexe. Là, je t'ai préparé un diaporama à haute technologie. Alors, voici un monde compliqué, selon Olivier Zara. Monte-le un peu, lève-le un peu, c'est un avion. Alors, mon Dieu, un avion, ça ne peut pas être plus compliqué que ça, là. Très détaillé. Ça, tu dis que c'est compliqué. Monde compliqué. Okay. C'est détaillé, mais c'est un ensemble d'éléments simples que je peux maîtriser si je prends le temps, puis j'ai une équipe suffisamment importante, je suis capable de prendre les plans, d'avoir l'expertise, puis d'en monter un avion. C'est une séquence de choses simples, mais c'est la quantité qui rend ça compliqué. OK. Dans un monde compliqué, ce que j'ai besoin, c'est de trouver des solutions. J'ai besoin de faire de la résolution de problèmes. Le monde dans lequel on vit en ce moment, c'est un monde qui est complexe.
Un spaghetti sauce à la viande. Oui, monsieur. Ça, c'est complexe, un spaghetti? Oui, parce que si je prends le bol de spaghetti, Jannick, puis je le revire à l'envers, puis je te dis maintenant, prends tout ce qui est à terre, puis replace-le exactement comme il était. Non. Il n'y a pas de modèle mathématique pour ça. Non. Il n'y a pas de plan qui me dit, quand je tire sur la nouille qui est ici, quel va être l'impact sur le reste de la sauce? Comment la boulette va se comporter dans le déplacement des nouilles? OK. C'est complexe. J'aime ça. Ouais, ça peut pas être plus complexe que ça. Fait que dans un monde complexe, quand même, tu sais, je peux pas avoir un plan de mon spaghetti comme pour mon avion. Non. Ça marche pas. Tu vois, l'avion me paraît tout à coup moins... c'est assez relativement simple pour une équipe qui est capable de monter ça. Je salue mes amis qui travaillent chez Bombardier Aéronautique. Alors, bonjour. Mais effectivement, là, je ne savais pas comment tu allais me vendre le spaghetti comme étant complexe, mais oui. Là. Fait avoue qu'on est plus dans un monde en ce moment de nouilles, de sauces, de boulettes, de dégâts, de par quel bout on prend ça. Là, on déconfine de ce côté-là. Qu'est-ce que ça va donner? On le sait, mais pas tant que ça. Donc, dans un monde qui est complexe, Zara nous dit, il ne faut pas chercher la solution, il faut créer des solutions. Il faut inventer la solution. La solution n'existe pas. Non. On a besoin de la créer. Comment? En allant chercher différentes personnes qui ont des intelligences situationnelles. Ça, c'est le côté français. Il y a plein d'expressions qui peuvent sembler peut-être un peu rébarbatives, mais moi, j'aime ça. Il joue avec plein de concepts. Bien, avant de connaître le gars, je voulais voir de quelle origine il était, puis je disais, il y a tellement d'anglicisme dans ses affaires, c'est un Français, là. Ça, c'est clair, là, au départ, là, mais c'est un Franco-Canadien, il connaît bien notre réalité. Oui. Et là, je te ramène au thé versus le café, parce que lui, il fait le parallèle entre il fait la différence entre les deux, là. Yes. Donc, dans un monde complexe de bols de spaghettis, je ne peux pas simplement appliquer une solution. Fait que là, dans un monde complexe, j'ai deux stratégies qui sont possibles. J'ai la stratégie du café. Fait que quand je fais du café avec une machine à percolation, je mets de l'eau chaude par en haut, ça coule, ça crée une pression sur le café, puis j'ai un résultat par en bas. Fait qu'en entreprise, en organisation, souvent, les changements vont se faire comme ça. OK, maintenant, on fait du lean management. Fait que la direction, il y a une bulle qui passe, là, puis ils décident qu'on s'en va dans une direction. Puis là, ils déploient des changements dans l'organisation en stratégie du café. Du haut vers le bas, c'est comme ça que ça marche. Ouais. Dans un monde compliqué, ça peut fonctionner. Pour des changements d'habitude de travail, ça peut fonctionner. Dans un monde complexe, où on a besoin de changer certaines de nos façons d'être, de nos réactions, de nos réflexes, il faut aller vers une stratégie du thé. La stratégie du thé, c'est quoi? Quand je me fais une tasse de thé, je vais prendre une poche de thé. Dans la poche de thé, on a réuni des petites feuilles de thé. On les met dans une poche pour les protéger. Je dépose ça dans l'eau chaude et là, je laisse le thé faire son travail. Prendre la saveur. Tu laisses l'eau chaude prendre la saveur. Oui! OK. C'est une approche qui est plus axée sur deux choses, sur qu'est-ce qui marche. Qu'est-ce qui marche déjà dans nos organisations, dans nos entreprises, dans notre vie familiale? Tu sais, en ce moment, là, moi, comme tout le monde, télétravail, adolescents en formation à distance, tout le monde est tanné. Qu'est-ce qui marche en ce moment? Puis qu'est-ce que je peux aller chercher dans l'intelligence situationnelle de mes chums de filles, de mes amis de gars qui sont dans la même situation? Comment on peut réunir ça dans une poche de thé, dans une conversation, dans un Zoom, dans un groupe? Puis laisser ça infuser avec patience. Donc, pas s'attendre que quand je mets une structure en place, qu'automatiquement mes ados se transforment puis que tout est changé en 24 heures. Il faut laisser du temps. Puis ça, je sais que pour beaucoup de dirigeants d'entreprise, je lève la main, on veut que tout ça, tout arrive rapidement. On opère des changements rapidement, mais le résultat du changement, il faut accepter que ça va prendre un certain temps, en fait. Surtout actuellement. Oui. On peut opérer des changements rapidement. Là, on est dans une période où, mon Dieu, on se concentre sur quelque chose, mais le résultat de ça, il faut avoir un peu la patience. Ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit aussi, et quand j'ai lu le livre, parce que j'en ai lu une grande partie en fin de semaine, c'est, il y a des choses qui marchaient, là.
sais, on n'est pas obligé de tout balancer, là. On n'est pas obligé de tout enlever. Il y a des choses qui fonctionnent, puis on peut bâtir aussi là-dessus. Ça me fait du bien de lire ça parce que Oui. là, on parle beaucoup de se réinventer. Oui, OK, mais à un moment donné, il y a des affaires, il y a des choses qui marchaient avant le 13 mars. Puis quand on va avoir réglé ça, que le vaccin va être trouvé ou peu importe, il y a des choses qu'on va ramener aussi, là. Oui. Fait que c'est là où c'est l'autre aspect important, moi, que j'aime dans Zara, c'est qu'il va travailler sur les forces, sur les talents, qu'est-ce qui fonctionne déjà, puis on réunit ça. Fait que, tu sais, quand tu y penses en bain de l'allure, plein de petites affaires qui fonctionnent, que je mets ensemble, ça peut juste fonctionner, là. Fait que Ouais. c'est de réunir, de rassembler les intelligences, les solutions, les talents, les forces pour faire face à une situation qui est de type bol de spaghetti, qui est complexe. OK, l'autre mot que je retiens, c'est situation. Lui, là, où je trouve qu'il sort des cadres de la gestion traditionnelle de ressources humaines, c'est, regarde, il ne s'agit pas de réunir autour de la table des gens avec une intelligence supérieure. Tu peux avoir l'intelligence de la situation. Tu peux, dans une situation, avoir quelqu'un qui est la référence, mais que dans une autre situation, il ne serait pas pantoute. Alors, réunir l'espèce de mettre ensemble des gens pour régler une situation en particulier. Et ça, je trouve que c'est une approche, moi, que je n'avais pas vraiment vue avant. Ouais. En tout cas, ce n'était pas nommé comme ça. Bien, ça secoue toute la notion d'autorité dans la hiérarchie. Parce que tu es en haut de la hiérarchie, on présume que tu sais plus que les autres et que tu peux prendre plus de décisions. Lui, il arrive avec sa masse, puis il fracasse tout ça, puis il dit non. Il dit, dans le fond, l'objectif, c'est d'être capable de rassembler toutes les intelligences situationnelles, comme tu le dis bien, puis en regroupant ça, d'être capable de faire face à des situations qui sont complexes. Ouais. Moi, j'ai des clients où on est en train de transférer, par exemple, une partie des opérations en télétravail de façon possiblement permanente, en tout cas pour plus que la période de la pandémie ou du confinement. Oui, évidemment. Fait qu'on a créé des comités d'employés. On n'a pas juste gardé ça dans les mains de la direction de la personne au RH qui porte tout ce poids-là. À ta minute, là, notre monde plancher, ils ont des choses à dire là-dessus, puis ils sont capables de nous pister parce qu'ils ont une intelligence de la situation qui va être capable de nous aider à faire face à une situation qui est complexe. Fait qu'on crée soit des groupes de communautés de pratique ou de co-développement ou des comités santé-sécurité pour prévoir le retour au travail, mais avec les intelligences, avec des S, S, de tout le monde qui a quelque chose à apporter dans la situation. Dans cette situation-là. Vous allez voir ceux qui ont besoin d'ordre, là, il y a il nous présente dans le livre, La stratégie du thé, 7 défis à relever pour devenir performant dans un monde. Lui, il appelle ça un monde VICA. Ce que ça veut dire, c'est V pour volatile. Il faut gérer des changements fréquent et assez important. I pour incertain. Bon, tout peut être bouleversé rapidement. Là, je vous rappelle que ça n'a pas été écrit le 13 mars. Ça a été écrit bien avant ça. Alors, tout peut être bouleversé rapidement. C'est maintenant la norme et je pense que c'est encore pire maintenant. C pour complexe, situation à plusieurs facettes ou dimensions. Et A pour ambigu. Une situation peut être interprétée de tellement de façons, il y a tellement d'informations qui rentrent, alors ça crée un monde qui est flou, mais il faut être capable de fonctionner là-dedans. Alors, il y a 7 principes pour fonctionner ou 7 défis à relever pour fonctionner dans ce monde VICA. Et lui, il recommande, tu l'as mentionné tantôt, de lire ça du début à la fin, mais moi, j'aime beaucoup aller piger. Ce n'est pas un film d'action, là, on n'ira pas voir la fin, voir comment ça finit, là, c'est un livre. Alors, tu sais, il y a des choses qui nous parlent plus, mais il y a entre autres le défi du management paradoxal. C'est quoi le management paradoxal? C'est entre l'ordre et le chaos, hein, comment on fonctionne là-dedans. Il y a le défi de l'agilité, le défi de la création de valeur. Ça, c'est intéressant. Je pense que ça, c'est ton genre aussi, là, création de valeur. Oui. Ben, faire en sorte que les actions qu'on pose, ils n'ont pas juste la portée de leur action, mais que ça a des retombées qui sont importantes, qui sont significatives pour les gens et pour l'organisation. Ce n'est pas juste d'agir pour agir puis remplir du temps, c'est comment les gestes que je pose, ils ajoutent de la valeur, pas juste en termes de production, mais moi, je trouve dans le sens notamment dans la zone du travail, mais dans l'ensemble de nos zones. Est-ce que je suis actif puis je bouge à gauche, à droite, ou je suis en train de créer de la valeur qui est significative? Ça, oui, ça, c'est vrai. Hey, il y a un principe là, qui colle tout à fait à la situation. Tu parlais de télétravail. Là, je l'ai résumé, mais c'est le défi de l'engagement. Entre la productivité et le plaisir au travail,
comment engager les collaborateurs dans l'entreprise sans nuire à la compétitivité. Là, tout le monde travaille de chez eux, on ne vous surveille pas, vous avez des choses à faire, mais il y a un défi qui est là et c'est correct de le nommer défi, mais c'est le fun d'aller, et ça, c'est le 4e défi. Je vous invite à aller le lire parce qu'il y a des pistes intéressantes, il y a des exemples, il y a des tableaux en lien avec ça. Ça va peut-être vous aider, ceux qui sont, hey, moi, là, j'ai besoin que l'employé soit au bureau, de passer dans le corridor pour voir ce qu'il fait. Il y a un défi de l'engagement, mais comment vous pouvez relever ce défi-là? Et dès que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça, c'est très télétravail comme défi, là, tu sais, les employés qui ne sont plus dans le même environnement physique que toi, il y a quelque chose d'intéressant là. Ben oui, parce que là, on ne peut plus faire ce que j'appelle de la gestion à vue. Tu sais, il y a de la garde à vue, mais il y a de la gestion à vue. Il y a plusieurs gestionnaires qu'il faut qu'ils voient leur monde pour savoir ce qu'ils font. Mais là, ça ne marche plus parce que tu ne peux pas être dans les salons de tout ton monde. Fait que ça force à changer plein de conceptions parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en management, il y a encore beaucoup de conceptions qui datent des années, à la fin de la guerre jusqu'au début des années 60. Il y a vraiment eu un boom dans les écoles de gestion quand tous ces fabuleux généraux, colonels et tout ça qui ont mené des guerres se sont retrouvés dans des écoles de gestion pour dire c'est quoi le leadership. Fait que nos notions de leadership sont très, très teintées encore. C'est incroyable, hein? Oui, de cette notion-là d'autorité, de gestion à vue. 80 ans, là, ça, 60 ans, ça fait longtemps de ça. Oui, mais en termes de modèle de pensée, ce modèle-là de pensée a formé des générations de gestionnaires de Harvard et ci et ça. Fait que là, depuis 15-20 ans, on est en train de revirer autre chose, plus dans, justement, écraser les paliers, la collaboration, l'entreprise libérée, toutes ces notions-là qui arrivent. C'est un peu en lien avec le 5e défi, le défi du management digital. Une entreprise ne peut pas proposer à ses clients une offre digitale digne du 3e millénaire. Et est encore au Moyen Âge. Et à ses collaborateurs des relations de travail qui datent du Moyen Âge. Non, mais ça, c'est tellement, tellement vrai. Et tu sais, je parlerai d'un livre à un moment donné dont le titre m'échappe, mais j'ai vraiment accroché, où on parle justement de nouveau management. Et l'auteur, c'est un homme d'affaires qui applique ça. Il est sur la rive nord de Montréal où le rendement d'un employé, c'est tous les employés qui mettent une note à tous les employés. Alors, tu ne peux pas, en têtant le boss, garder ta job. Il faut que tout le monde produise, mais en même temps, il y a un gym dans l'entreprise, puis c'était 30 ans avant Google, mais l'homme d'affaires qui a instauré ça dit, moi, je donne des conférences là-dessus, puis après, les gens d'affaires viennent me voir à dire, ouais, mais chez nous, ça ne marcherait pas. Alors, il dit, chez vous, il n'y a pas d'être humain, c'est des robots ou c'est quoi? Alors, ça, je trouvais ça vraiment drôle. Et il y a un défi, le 6e défi, c'est le défi culturel aussi, une espèce de culture. Quand la culture qui vous a fait gagner hier est aussi celle qui vous fait perdre aujourd'hui. Il y a des choses qui fonctionnaient hier, ne fonctionneront plus nécessairement, mais comment créer une espèce, ils appellent ça une efficacité culturelle pour se développer, mais de façon durable, c'est-à-dire que votre entreprise va traverser les époques, là, la pérennité. Puis il y a le 7e défi, évidemment, le défi de l'innovation. Je pense qu'on n'y échappe pas non plus. Oui, qui est beaucoup sollicité en ce moment quand on dit se réinventer. Bon, c'est assez limite tout ça. À un moment donné, là, on demeure quand même, on va encore travailler, on va encore aller à l'épicerie, tout ça. Fait que oui, se réinventer, mais comment se réinventer de façon pertinente, de façon réfléchie, tu sais. Pas changer pour changer, tu sais, pas changer, hey, on innove, mais tu as une innovation qui ne sert à rien ou que personne ne veut non plus, c'est pas nécessairement bon. Dis-moi, à part les conseillers en ressources humaines, là, moi, je suis un vieux boss de la vieille garde, là, tout va trop vite pour moi. Non, mais je parle en général parce que moi, je n'ai pas d'employé actuellement, mais quelqu'un qui dit, hey, là, je me sens un peu dépassé. Est-ce que les ouvrages, justement, de cet auteur-là, Olivier Zara, aide peut-être à cheminer là-dedans et dire je peux peut-être apporter certains changements? Oui, parce que moi, je trouve que ça permet de faire deux choses. Un, ça permet d'inspirer, de dire je pourrais peut-être faire les choses différemment. Tu sais, Zara, je le trouve comme rafraîchissant comme auteur. On dirait que la façon qu'il présente les choses, les concepts, c'est comme j'ai jamais pensé à ça. Fait que ça, moi, je trouve que ce volet-là, il est intéressant. Puis comme c'est un peu un livre-outil, il y a quand même certaines applications qu'il propose
que les gestionnaires peuvent se dire, bien, comment moi, je pourrais appliquer ça dans mon organisation? Peut-être pas dans cette formule-là, mais qu'est-ce qui fait sens pour moi? Fait que oui, je pense que ça peut être moi, c'est un ouvrage que je trouve inspirant en ce sens-là pour considérer des choses qu'on n'a peut-être jamais considérées, puis après ça, voir comment je peux les appliquer concrètement, tu sais. Parce que dans le fond, c'est de réussir à voir les choses un peu différemment dans nos organisations, de un. Puis deux, je trouve, c'est d'approfondir notre compréhension de comment ça marche un humain. Il y a plein de choses là-dedans. Tu sais, les humains, tout le monde a le goût d'être considéré. Tout le monde a le goût, quand ils donnent leur opinion, que ça vaut quelque chose. Tout le Oui. monde veut se sentir intelligent, important d'une certaine façon. Bien, d'ailleurs, tu sais, quand dans l'échelle de ce qui te permet de conserver tes employés, là, l'argent, je pense que ça arrive en troisième ou quatrième. Là. Mais avant ça, la tape dans le dos, la possibilité de monter. Tu sais, je ne suis pas consultant en ressources humaines, mais je sais très bien que c'est à salaire égal ou même parfois tu vas faire une concession. Mais non, il y a des choses qui te font rester là parce que. Puis ça, on le voit d'année en année. À l'automne, il y a tout le temps des sondages de satisfaction au travail qui ressortent là, à la grandeur des industries. Puis ce que tu dis, effectivement, le salaire, les bénéfices sociaux, toutes ces choses-là, habituellement arrivent en bas de 5e, 7e, 8e, 9e. Tu sais, ça joue d'année en année. Mais ce qui se retrouve toujours en tête de peloton, c'est quoi? L'autonomie, la reconnaissance, puis la flexibilité. Ah, c'est ça. Bon, ben, les horaires variables, et ci, et ça. Ben, oui, et dans l'entreprise de la Rive-Nord de Montréal qui s'appelle DLGL, il y a une anecdote, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est une entreprise qui développe des logiciels, mais c'est hallucinant tout ce qu'ils ont apporté. Et un jour, un gros méchant américain a voulu les avaler parce qu'ils sont tellement productifs et le patron a dit, c'est vous qui allez décider, les employés, ou voici le bonus que vous allez toucher. Et là, ça permettait à tout le monde de prendre plusieurs années sabbatiques. Là, il y en a même qui pouvaient prendre une pré-retraite parce que là, c'était dans les dizaines de millions, c'était hallucinant. Voter, et moi, je vais me plier à ça, bien, à l'unanimité, ils ont voté pour garder l'entreprise. Et dans les années qui ont suivi, juste en boni de performance collective, ils sont allés chercher plus que ce qu'il y aurait eu de toute façon. Mais ils ont choisi de garder la même équipe. Pas aller jouer au volleyball, pas aller jouer au hockey. Je peux devenir aidant naturel, être 3 mois sans venir au travail, les autres rament avec nous. En tout cas, il y a plein de trucs. Oui. À un moment donné, j'en parlerai parce que c'est hallucinant. Le premier livre a été écrit par celui qui a écrit le White Café, John Strelicky. Okay. Après, c'est un homme d'affaires qui a vu ça à Montréal. Il dit, c'est exactement ce que je fais. Et là, John Strelicky a écrit la suite, Les 5 grands rêves de vie. En fait, là, je cherchais le nom. Et c'est hallucinant de voir comment, quand tu fais confiance aux employés, par plein de principes, une bâtisse avec plus de lumière, plein de petites choses qui ne sont pas le salaire, qui ne sont pas la paye. Quand tu traites les gens comme des adultes, et non pas comme des soldats à la guerre, qui n'ont pas le choix d'y aller. Tu comprends? Fait que, dans son principe de dire d'adapter nos stratégies de management à autre chose que le Moyen-Âge, il y a des fois où tu dis c'est vraiment ça, c'est que tu as comme le seigneur en haut, puis les serfs qui travaillent, qui sont pratiquement esclaves de notre paye qui est déposée à chaque 2 semaines. Ouais. Fait que si on veut sortir de ça, bien, ça demande de shifter plein d'affaires, de bouger notre style de leadership, notre façon d'aborder les problèmes. Fait qu'en ce sens-là, le livre de Zara, il est inspirant pour dire, bien, on peut-tu, dans le fond, rattraper le retard des fois qu'on a dans nos façons de voir les choses pour se ramener au 21e siècle avec des adultes autonomes, responsables, qui ont des idées, qui ont des forces, qui ont des talents, qui se pognent de bacon des fois, là. Tu sais, il ne faut pas faire de l'angélisme non plus puis dire tout le monde en télétravail est super productif, mais... Non. Moi, fondamentalement, je pense que les gens, quand ils se lèvent le matin, là, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent faire de l'ouvrage dont ils vont être fiers. Ils veulent le faire dans un contexte qui est agréable. Je connais peu de gens qui se lèvent le matin en disant « Moi, là, je veux faire de l'ouvrage de scrap, puis je veux compliquer la vie. » C'est rare. Non, mais c'est rare. Mais des employés démotivés parce que de toute façon, l'environnement de travail n'est plus là, n'est pas adéquat. Ça, par exemple, il y en a et on a du contrôle là-dessus. Le temps file, je vais rappeler, je vous remets la photo, la stratégie du thé.
agilité, innovation et engagement dans un monde digital incertain et complexe. C'est chez Axiopol. J'ai mis le lien dans la conversation si vous voulez aller le chercher. Il y a des versions que vous devrez payer, mais il y a une version gratuite. Ça vous donnera quand même une bonne idée. Hey, merci Isabelle. Ça a été Ça fait plaisir. Passe toujours trop vite. Si on veut avoir recours à tes services, parce que moi, j'ai souvent dit qu'Isabelle Ducharme, je ne partirais plus de business sans l'avoir dans mon équipe. Très bonne, recrutement, aider aussi à dédramatiser des situations. Tu n'as pas le nez collé sur l'arbre, tu arrives dans une entreprise, puis tu t'apportes vraiment un vent de fraîcheur. Alors ça, c'est hyper intéressant. On fait comment pour avoir recours à tes services? Courriel, Isabelle à isabelleducharme.ca, page Facebook, Isabelle Ducharme, coaching consultation, sur LinkedIn, un peu partout. Je suis facile Parfait. à trouver. Sinon, vous appelez Jannick Anctil. Puis oui, c'est ça, agent officiel. Alors, on va le dire comme ça. Isabelle, merci. Ça me fait plaisir, merci. On se reparle bientôt. Oui. Et à vous, chers internautes, je vous donne rendez-vous. Quelqu'un vient de me poser la question. Est-ce que c'est toujours le mercredi? Présentement, c'est ça, milieu de semaine, midi 5. Et on va vous parler de livres qui sont toujours très différents. La semaine dernière, c'était complètement autre chose. On parlait du Miracle Morning, de bonnes habitudes de vie. On va même avoir un livre d'Alain Williamson que j'adore sur la numérologie. Vous avez une fascination pour ça, la numérologie. Je le sais, moi, j'en ai une, mais je ne connais rien là-dedans. Alors, un livre d'initiation, il y aura plein d'autres livres et j'aurai des collaborateurs chaque semaine qui viendront nous jaser d'un livre coup de cœur. Alors, je vous dis merci, soyez au rendez-vous. Demain, bye-bye, on a un live demain également à 18h. Ça va être un spécial jeune. On va recevoir 2 jeunes, un en communication, une qui est dans le domaine bancaire. Ils sont dans la vingtaine. Comment ils voient ça? Comment ils voient la suite? Alors, ça va être hyper intéressant. Vous pouvez aller sur la chaîne de Bienvenue chez Malo. On a une chaîne YouTube. Adhérez, c'est gratuit. Vous pouvez aller voir tous les épisodes qui sont archivés et vous allez voir à quel point on va dans toutes les directions, on jase à des gens de tous les milieux et c'est ça qui est agréable. Alors, on présente de bonnes personnes à d'autres bonnes personnes. Merci, à demain soir. Bye bye. Bye bye.